Bonsoir à tous. Merci de votre présence nombreuse ce soir pour accueillir Jean-Christophe Ruffin. Jean-Christophe Ruffin, bonsoir et bienvenue à la Librairie Dialogue. Bonsoir. Nous avons déjà eu le plaisir de vous accueillir dans ces murs, la dernière fois en 2012, donc ça fait longtemps, et la présence du public brestois témoigne que le plaisir est chaque fois renouvelé. Ce soir, vous allez nous faire découvrir votre dernier roman, Les 7 mariages d'Edgar et Ludmilla, paru fin mars, aux éditions Gallimard. Alors, quelques mots d'abord pour vous présenter. Vous êtes l'auteur d'une vingtaine de romans, récits et nouvelles. Mais si vous êtes un écrivain reconnu, votre carrière a d'abord été celle d'un médecin, engagé dans l'humanitaire, puis d'un diplomate, comme ambassadeur de France au Sénégal notamment. En 2008, vous êtes élu à l'Académie française, dont vous devenez, je crois, le plus jeune membre. Ça fait toujours plaisir, non ? Enfin, pour nous, public et lecteurs, vous êtes avant tout l'auteur de Rouge Brésil, prix Goncourt en 2001, Immortelle randonnée, Le Tour du monde du roi Zibeline ou encore Le Suspendu de Conakry l'année dernière, principalement édité chez Gallimard. Et c'est le cas encore pour Les 7 mariages d'Edgar et Ludmilla. Ce roman d'amour, un roman à la fois universel et tellement extraordinaire. Universel pour ce qu'il a de commun, commun à toutes les histoires d'amour, cette évidence entre deux personnes, et extraordinaire à travers la vie de ces deux personnages, Edgar et Ludmilla. Vous allez nous les présenter. Qui sont-ils à l'origine ? Peut-être avant leur premier mariage, en fait. Alors d'abord, bonjour à tous et merci en effet de m'accueillir de nouveau. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu chez Dialogue à Brest. Donc au bout d'un moment, il faut faire des piqûres de rappel. C'est comme les vaccins, voilà. Très content de revenir parmi vous et j'ai toujours gardé un bon souvenir de mes passages ici. Alors, ce livre-là, il est un peu particulier parce que moi, j'ai écrit des romans historiques dans certains contextes, vous m'avez mentionné. Les romans historiques, ça se passe dans des périodes lointaines. Ça, c'est une période particulière parce que c'est une période que j'ai vécue. C'est les 50 années, au fond, de ce demi-siècle qui commence après la Deuxième Guerre mondiale. Et les personnages, en fait, évoluent pendant toute cette période. Alors, c'est centré, en effet, sur ce couple, comme vous l'avez dit, sur deux personnages qui sont très différents, puisque chacun représente à la fois une vie, mais aussi un monde, puisqu'ils sont originaires de deux univers très différents. Edgar, c'est un jeune garçon, enfin, au début du récit, en tout cas, qu'on va suivre très longtemps, mais au début du récit, c'est un jeune garçon qui a eu une enfance assez difficile, avec une mère qui travaillait très dur, sans pouvoir vraiment lui donner beaucoup de confort dans sa vie d'enfant. Et il a réagi, au fond, à ces conditions difficiles en étant très ouvert sur les autres et très sympathique. C'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui se replient, qui en veulent à la terre entière de malheur qu'ils ont subi. Lui, pas du tout. C'est quelqu'un de plutôt débrouillard, malin et qui va faire porter beaucoup l'essentiel de sa vie sur cette forme de séduction. Et elle, eh bien, elle vient d'un tout autre monde. Elle vient au contraire d'un monde plutôt favorisé au départ. C'est une famille de musiciens de Saint-Pétersbourg, etc., mais qui sera frappée de plein fouet par la révolution soviétique. Le père va être envoyé au goulag, la famille va être persécutée, et donc elle, cette jeune femme, Ludmilla, elle naît dans ce contexte-là, c'est-à-dire avec le souvenir culturel d'un passé pas forcément glorieux, mais en tout cas riche culturellement, mais dans un village très pauvre d'Ukraine, dont elle cherche à s'évader en quelque sorte, et l'occasion lui sera donnée au moment où passera cette petite expédition qui est tirée de la réalité, parce que tout ça est fondé sur des faits, c'est-à-dire où ces jeunes Français vont traverser l'Union soviétique et où elle aura l'occasion d'entrer en contact avec Edgar, de tomber amoureuse de lui et, par ce biais, de quitter son pays. Oui, disons-le, avant de rentrer dans le destin de ces personnages, ils vous ont été inspirés. D'une part par la lecture d'un récit de voyage de Dominique Lapierre,
que vous pouvez nous présenter succinctement? Oui, c'est-à-dire que, d'ailleurs, ça m'a beaucoup handicapé dans la vie, ce truc-là, c'est que quand je lis quelque chose, un témoignage, une biographie, etc., au bout d'un moment, comme j'ai un imaginaire assez prolifique, voilà, c'est devenu même mon métier maintenant. Du coup, je décolle, c'est comme un avion qui est en bout de piste, là, il décolle. Alors, il y a des livres qui me font comme ça décoller, rêver. Et ça a toujours été le cas de ce livre que j'ai toujours connu, de Dominique Lapierre et de Pedrazzini. C'est drôle parce qu'hier soir, il y avait une grande fête pour célébrer les 70 ans de Paris Match. Et il y avait toutes les couvertures de matchs, etc. Et parmi les très grands photographes qui sont restés dans la mémoire de Paris Match, il y avait Jean-Pierre Pedrazzini. Et Dominique Lapierre y était journaliste. Et Dominique Lapierre y était journaliste. Et Dominique Lapierre a pu faire ensuite une carrière de romancier avec Paris brûle-t-il, Cette nuit la liberté, La cité de la joie, enfin tous ces grands livres. Mais Pedrazzini, lui, il est mort tué pendant l'insurrection de Budapest en 1956. C'est-à-dire que ce livre dont vous parliez, c'est-à-dire ce livre qui s'appelait Russie porte ouverte, que j'ai toujours vu dans la bibliothèque de ma mère, qui était un livre de photos, qui est un livre de photos d'ailleurs. Il a été réédité. Les photos de Pedrazzini sont à part égale aussi importantes. Et comme support pour le rêve, pour moi, ça a toujours été ces photos qui, peut-être plus que le texte, en fait, qui m'ont porté à imaginer que j'étais dans ce voyage, me sentir comme je faisais partie de ce voyage. Ces 4 Français, ces 4 jeunes Français qui avaient un peu plus de 20 ans, 2 garçons, 2 filles qui se sont trouvés dans une Marly, grosse bagnole. Pour ceux qui ont connu ces Simca, là, hein, les Simca, il y avait la Versailles, il y avait la Chambord, il y avait la Marly, voilà. Et moi, ça me parle parce que quand j'étais gamin, j'étais à l'arrière d'une Versailles. Je me rappelle, j'avais un copain dont les parents avaient une Versailles. Voilà, donc j'ai pas traversé l'Union soviétique, mais je suis monté dans ces bagnoles. Et donc ce voyage-là, si vous voulez, à travers les photos qu'ils en ont rapportées, a toujours, pour moi, suscité une sorte de très puissante rêverie, parce que ce sont des photos qui ne se veulent pas des photos de propagande, c'est-à-dire qu'ils montrent l'Union soviétique telle qu'elle est, mais aussi telle qu'on veut la leur montrer, c'est-à-dire que le régime qui vient de s'ouvrir, c'est après la mort de Staline, c'est Khrouchtchev, il veut essayer de montrer que ça va pas si mal, qu'il y a du confort, etc. Mais c'est pathétique, parce que ce qu'il montre en réalité, pour nous, c'est une forme de misère en réalité. Et je me suis toujours dit que dans ce voyage, il y avait là les conditions pour qu'une rencontre extrêmement forte se passe. J'ai toujours aimé ces choses-là. Moi, quand je construis un livre, c'est toujours sur des personnages, et c'est en général sur une rencontre. Ça peut être une rencontre de groupe entier, ça peut être une rencontre de civilisation, etc. Mais j'aime bien quand justement la rencontre d'individus porte aussi la rencontre de mondes différents. Et là, il y avait toutes les conditions pour qu'il puisse se passer là quelque chose de très fort. Et j'en avais besoin dans la mesure où je voulais faire un récit très long qui les tienne. Et pour qu'un amour se déploie comme ça sur une période aussi longue, il faut évidemment qu'il soit à l'origine, qu'il y ait une espèce de concentration, une force dans cette rencontre. Et toutes les conditions étaient réunies pour que ça se passe. Alors effectivement, tout commence dans ce roman comme un road trip, donc comme le récit de voyage de Dominique Lapierre. L'épopée de 4 jeunes gens, dont Edgar, notre personnage, parti en voiture dans cette Marly de Paris vers l'Union soviétique pour un reportage qui paraîtra dans la presse française dans Paris Match. Les autorités post-staliniennes aimeraient bien redorer leur blason en quelque sorte et acceptent donc ces jeunes aventuriers dans un pays alors plutôt fermé, où en tout cas les conditions d'accès sont strictes. Et on touche dès le début au 3e protagoniste, en quelque sorte, de cette histoire, car au-delà d'une passionnante histoire d'amour, comme vous le disiez, c'est le roman d'une génération, un éclairage sur une page de l'histoire. Alors pourquoi cette période ? Pourquoi ce focus ? Parce que c'est la mienne. Je voulais que je vous dise,
J'aurais préféré peut-être en vivre une autre, je ne sais pas. Il y en a plein qui me tentent d'ailleurs, mais bon, cette fois-ci, ce sera ça. Alors, moi, je suis né après la guerre, 7 ans après la guerre, ce qui d'ailleurs me donne, quand on parle d'optimisme ou de pessimisme, et quand j'entends des gens me dire c'était mieux avant, moi, je leur rappelle toujours que je suis né 7 ans après une guerre qui a fait 60 millions de morts, et que donc, bon, disons, ça relativise un petit peu la nostalgie qu'on peut avoir de ce passé. Mais le fait est que c'est ça. C'est-à-dire que en se penchant sur ces 50 ans, en les revivant, en les regardant, on se dit que ces 50 années, ce demi-siècle a fait évoluer énormément les choses, que ces mondes ont changé profondément. Alors l'Union soviétique, c'est évident, puisque ça a même disparu en tant que régime, ce qui n'était pas non plus gagné. Je veux dire, quand j'étais enfant, c'était l'horizon indépassable du siècle, c'était le communisme, hein, selon la formule de Sartre. Je pensais que ça ne finirait jamais. Bon, ça finit. Mais pour l'Union soviétique, c'est évident que ça a changé. Mais pour nous aussi, notre monde aussi a changé. Notre monde aussi n'existe plus sous cette forme. Et donc, pour moi, ça a été une sorte à la fois de plaisir et en même temps aussi d'exercice de mémoire, en fait, d'essayer de se souvenir de ces étapes. Comment... ces étapes qu'on a traversées. Et bon, c'est une sorte de célébration un peu poétique et nostalgique de ce moment. C'est pour ça que je vous disais que c'est pas un roman historique. Parce que quand je lis des écrivains de 30 ans qui parlent des années 60, je me dis, eux, ils en parlent comme de l'histoire, vous voyez ? Alors que pour moi, c'est pas de l'histoire, je les ai vécues, ces périodes-là. Et donc, on voit pas du tout les choses de la même manière. C'est la mémoire, c'est les souvenirs, c'est autre chose. Voilà. Et c'est ça que j'avais convoqué pour faire ce livre. C'est-à-dire qu'à la différence de, je sais pas, quand j'ai écrit Le Grand Cœur ou L'Abyssin ou Rouge Brésil, j'ai commencé par me documenter sur une période que je n'avais pas vécue. Et là, c'est différent puisque je me suis pas documenté, j'ai juste laissé venir le souvenir. Voilà. Les souvenirs. Et comme je crois beaucoup au rôle créatif de la mémoire, je pense que la mémoire humaine est extrêmement active. C'est pas une mémoire de machine. On se souvient pas des choses de façon comme ça, suspendue à rien. Notre mémoire, elle est affective. Hein. On se souvient des choses parce qu'il y a un affect, parce qu'il y a une émotion, parce qu'il y a un sentiment qui s'attache à un événement. Donc, si on laisse remonter les choses spontanément, ce que j'avais fait, par exemple, pour écrire le récit de Compostelle, je n'avais pas pris de notes et j'avais laissé les souvenirs revenir. Et on se rend compte que la mémoire construit quelque chose en faisant le tri dans ce qui a d'important, ce qui n'est pas important. Et là, c'est pareil. Il n'y a pas besoin de faire une documentation. Il faut laisser parler la mémoire et laisser monter ces souvenirs et ces images surtout. Parce que moi, je pense en images. Je ne suis pas du tout musicien. Je suis peintre. Enfin, je suis visuel, disons. Donc les images reviennent et à travers elles, toute l'époque. Voilà. Et justement de cette époque de transformation de la société entre la fin des années 50 et le début des années 2000, que vous avez donc connu, est-ce que ça a suscité chez vous une certaine nostalgie d'écrire ce livre ? Oui, mais ce n'est pas une nostalgie sur le mode... C'était mieux avant, encore une fois. Je ne suis pas du tout habité par ça, moi. Je n'ai pas de regrets du passé. Il y avait des choses... bon, c'est le présent... Il y a beaucoup de problèmes dans le présent, bien sûr. Beaucoup de difficultés devant nous, etc. Mais il y en avait aussi beaucoup avant. C'est-à-dire que, si vous voulez, je n'ai pas l'idée d'un continent englouti, d'un monde perdu. Non. Simplement... forcément, il y a une nostalgie parce que ce sont des années qui ont passé. Et ce sont des... Forcément, même si on ne les évoque pas directement, quand on fait un roman, on se déplace dans la fiction. Mais dans la fiction, en fait, on rencontre en permanence des fantômes, c'est-à-dire le souvenir de personnes qu'on a connues, ses parents, ses grands-parents, ses amis. Et donc, ces fantômes-là, bien sûr, on les regrette. Il y a une nostalgie. Et aujourd'hui, c'est curieux, parce que je parlais de ça ces jours-ci avec des amis. Souvent, par exemple, dans des salons du livre, ou peut-être ce soir, d'ailleurs, je rencontre des personnes que j'ai perdues de vue et qui reviennent du passé, qui me disent
Et parfois c'est très gênant parce que moi je m'en souviens pas toujours. Ça peut être, voilà. Mais on a été en classe ensemble, on a fait nos études ensemble, on a partagé tes expériences. Et c'est vrai que ça produit une grande nostalgie. Ça produit une grande nostalgie parce que tout le monde a changé et on est à la fois les mêmes. On a les mêmes souvenirs, on a des choses qui sont restées enracinées en commun. Et puis évidemment, la vie nous a transformés, nous a séparés, nous a peut-être fait trahir peut-être ce qu'on aurait voulu être. Voilà, donc forcément, quand un parcours comme ça, c'est un parcours nostalgique. Mais effectivement, dans le livre, ce n'est pas le focus, justement, c'est ce contexte, mais aussi une toute autre histoire que celle de la nostalgie. Ce qui est primordial, c'est ce sentiment que ressent Edgar en voyant Ludmilla. Donc, dans l'épisode, il la voit, elle est dénudée, perchée dans un arbre, alors que son convoi traverse un village d'Ukraine. On la prend pour une folle. Lui, il est quasiment hypnotisé. Qu'est-ce qui se joue entre eux lors de cette rencontre ? Oui. Alors, si elle est toute nue dans un arbre, ça n'est pas pour ça, c'est pas de l'exhibitionnisme. C'est parce que dans son espèce de folie, en fait, mais folie de malheur aussi, elle a envie de fuir ce monde extrêmement dur qu'elle a autour d'elle, ce village où les gens sont méchants, incultes, la méprise, essaie de s'emparer d'elle de toutes les manières possibles. Donc elle en devient presque folle. Et pour se libérer de tout ça, elle se promène dans la campagne, elle monte dans les arbres, comme ça au moins on lui laisse, on fiche la paix. Bon, et quand elle apprend que cette voiture doit passer avec des étrangers, sans savoir trop qui c'est ni ce qui se passera, elle se dit qu'il faut qu'il y ait une rencontre, il faut qu'ils s'arrêtent. Voilà, elle ne veut pas les laisser passer. Et pour qu'ils s'arrêtent, alors que tout est organisé pour qu'ils passent sans encombre, sans incident, elle crée un incident. Et la manière de créer un incident, c'est de monter dans l'arbre. Et puis, ça ne suffit pas de monter dans un arbre, mais l'arbre qui est au milieu du village, elle enlève ses habits, comme ça. Alors évidemment, ça crée un scandale, un attroupement, et la voiture, évidemment, s'arrête. Bon. Mais c'est une rencontre qui est... Enfin, encore une fois, j'imaginais... vous savez, c'est un peu comme une semence que vous avez plantée dans la terre et qui va ensuite donner un arbre. Il faut que c'est une rencontre comme ça, quand elle est porteuse de toute la dynamique d'un livre, toute la dynamique romanesque d'un livre, qu'elle soit très très forte et qu'il y ait beaucoup de choses qui ne soient pas révélées même à ceux qui la vivent. Et pour ça, il y a deux ingrédients dans cette rencontre, du côté d'Edgar en tout cas. C'est effectivement la séduction, qui se fait d'ailleurs par le regard et non pas par la voix, ce qui est un peu curieux dans la mesure où cette femme va devenir après une grande chanteuse, mais il n'entendra pas sa voix. C'est d'abord le regard qui va les mettre en présence l'un d'autre, et, parce que ça ne suffit pas, et la culpabilité. C'est-à-dire qu'il va immédiatement se reprocher de ne pas l'avoir protégée, de ne pas l'avoir défendue. Parce qu'évidemment, on va la faire sortir de son arbre, là. Les paysans vont lui tirer dessus, la faire descendre, etc., la battre, la cacher, l'emmener on ne sait pas où, et on se doute que ça ne va pas aller bien pour elle. Bon. Et il est incapable, il est pétrifié, il est incapable de la protéger. Et ce mélange de séduction très puissante et d'impuissance, finalement, eh bien, ça crée vraiment les conditions de quelque chose de très fort qui va l'amener évidemment à revenir et qui va au fond l'amener à créer toute la dynamique du récit et aussi des séparations d'ailleurs. Oui, effectivement, il y a à la fois ce coup de foudre, comme on en rêve tous, nous, lecteurs romantiques. Et loin de nous décevoir, Edgar n'a qu'une idée en tête à son retour en France, c'est de la retrouver, de la connaître et de la sauver de sa condition. Cette périphrase résume ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que la sauver de sa condition, c'est perdre une forme de naturel dans la relation amoureuse, c'est un petit peu biaisé, mais à la fois c'est la nature humaine. Mais c'est ce qui va les empêcher en fait de vivre pleinement et avec sincérité leur relation, et qui va les amener à ces retrouvailles, ces séparations, ce manque, enfin voilà, tout ce qui va générer ce titre, les 7 mariages d'Edgar et Ludmilla. Alors, ce poids un petit peu de ces sentiments ambivalents, à la fois l'amour et puis ce manque de naturel, comment on peut le caractériser en fait? Enfin, c'est cette perte un petit peu
de naturel dans la relation. Oui, je ne sais pas si c'est le naturel, c'est juste la difficulté de la vie. C'est-à-dire que ça va être très difficile de la faire sortir de là, parce qu'elle est dans un monde hostile, difficile à quitter. Il va falloir qu'il l'épouse pour qu'elle puisse sortir de là la première fois. Et puis ensuite, il va falloir qu'ils affrontent l'arrivée en France, alors qu'ils n'ont plus de moyens. Il a mis pratiquement tous ses sous, il n'y en a pas beaucoup, pour cette opération au fond, de sortie, pour la sortir de là. Et puis après, ils vont se cogner à la réalité des choses, c'est-à-dire à la réalité du quotidien. Et puis, ils vont être enfermés aussi dans les contradictions même de leur rencontre. Parce que lorsque la rencontre se fait de façon très inégale, c'est-à-dire une victime et un sauveur, bon, c'est très beau, mais forcément, ça ne peut pas durer comme ça tout le temps. Vous ne pouvez pas passer votre vie à remercier quelqu'un de vous avoir sauvé la vie. Il y a un moment où il faut rééquilibrer les choses. Et ce rééquilibrage, il va être assez douloureux, il va être assez compliqué. Il ne va pas se faire tout de suite, il va se faire avec des séparations, avec des retrouvailles. Et finalement, c'est petit à petit qu'ils vont arriver à se recaler. Et il y a une période pendant laquelle ils auront presque une vie normale, c'est-à-dire presque une vie comme ça, équilibrée. Et puis après, il y aura d'autres problèmes, c'est-à-dire que leur carrière, leur destin personnel va de nouveau les éloigner l'un de l'autre. Voilà. Mais si vous voulez, c'est pas le côté mariage qui est important. C'est pas qu'ils se marient ou qu'ils divorcent. C'est pas de passer devant monsieur le maire ou monsieur le curé. C'est pas ça la question. C'est ça symbolise, disons, ça matérialise leur rapprochement et leur éloignement. Voilà. Mais ce que je trouvais intéressant, c'était de décrire une histoire d'amour dans laquelle les séparations soient des étapes aussi importantes pratiquement que les réunions. C'est-à-dire c'est une étape de l'amour. Et la séparation n'est pas une rupture définitive. La séparation, c'est un moment dans une histoire qui se construit sur quelque chose de beaucoup plus lent. Oui, effectivement, ce qu'on découvre dans le livre, c'est que à chaque étape, c'est-à-dire à chaque mariage ou à chaque divorce, à chaque moment ensemble ou à chaque période séparée, il y a un sens différent à tout ça. Et ça crée effectivement non seulement des personnages très proches de nous, mais aussi des destins extraordinaires. Que deviennent-ils, ces deux personnages ? Oui, parce que tant qu'à faire et tant qu'à explorer le siècle, si vous voulez, autant qu'ils fassent des choses intéressantes. Alors, bon, tout est intéressant, mais disons que je voulais qu'ils aient des destins qui les sortent du lot. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça permet d'explorer différents milieux, etc. Puis aussi parce que ça met à l'épreuve leur couple. Parce que dans un couple comme ça, cette dimension de réalisation personnelle, forcément, à un moment donné, elle entre un peu en contradiction avec le couple. C'est-à-dire qu'ils vont tellement faire d'efforts pour suivre chacun leur voie professionnels, que évidemment ça va les éloigner. Et ça sera la source d'une séparation, en tout cas, à force. Donc elle va se découvrir un talent au fond, dont on aurait pu se douter, mais qu'elle n'avait pas vraiment éprouvé avant d'arriver en France. Parce qu'après leur séparation, la première, elle va se retrouver dans une institution religieuse, dans une chambre que lui louent les sœurs, les bonnes sœurs, et elle va à l'église. Alors à l'église, comme ça, elle suit avec les autres, elle va suivre les messes, mais elle ne comprend pas le latin, elle ne comprend pas le français. Au fond, la seule chose par laquelle la spiritualité la touche, c'est la musique. Voilà. Et elle chante. Bon, elle chante. Et puis elle chante bien. Et sans le savoir, finalement, c'est les sœurs qui vont repérer que cette voix brute, cette voix qui n'a pas été travaillée, qui n'a jamais appris la musique, porte quelque chose de très fort. Et que, au fond, quand elle est dans ce monde-là, quelque chose se passe. Et il y a un talent qui est partagé, qui est perceptible par tous ceux qui sont autour, et qui, tout d'un coup, vivent aussi cette émotion. Et donc, elle va en faire son métier. Et elle va en faire son métier, d'abord, effectivement, pour chanter dans les églises, mais ensuite pour apprendre la musique et pour devenir chanteuse d'opéra. Voilà. Donc, c'est une carrière lyrique qui sera la sienne.
Et lui, au contraire, il n'a pas du tout de ces talents-là. Au fond, il n'en a pas d'ailleurs. Il n'a pas un talent artistique particulier, mais il a cette débrouillardise, cette séduction. C'est un malin. Et il va devenir un chef d'entreprise très talentueux et qui fera fortune. Alors, ce que je trouvais drôle, pour l'un comme pour l'autre, si vous voulez, c'est que ces carrières-là, là aussi, elles s'ancrent dans une époque. C'est-à-dire qu'en tant que cantatrice, Ludmilla, elle n'est pas une cantatrice du 19e siècle. Elle traverse une époque particulière de l'art lyrique, qui est celui de la Calas et puis des années qui vont suivre, c'est-à-dire au moment où le chant sort du théâtre, où la Calas devient un personnage people, comme on dit, qui est aussi connu pour ses frasques, ses mariages, ses amants, etc., ses caprices, que pour son talent. Et puis, tout de suite après, il y a Carmen, le film Carmen avec Julia Mireles-Johnson, etc. C'est-à-dire que l'art lyrique sort aussi grâce au film des théâtres. Et c'est cette période-là qu'elle va connaître. Et lui, c'est pas comme capitaliste, comme chef d'entreprise, c'est pas un capitaliste du 19e siècle, c'est pas un maître de forge du Creusot. C'est ce capitalisme des années 70-80, un peu affairiste, un peu où on achète des entreprises, on fait du dépeçage d'entreprises, on en vend des petits bouts. On achète des journaux pour faire un peu de trafic d'influence, on fait de la politique. Vous voyez ce que... Enfin, voilà. Je ne désigne personne, mais tout le monde a compris. Et donc, c'est ces carrières-là qui font. C'est aussi des carrières qui ressemblent à ces époques-là. Alors, vous désignez quand même certains de ces personnages dans le livre parce qu'ils font l'entourage d'Edgar et Ludmilla. Et justement, le sens de l'intrigue qu'on trouve dans ce roman, c'est tous ces personnages qui gravitent autour d'eux et qui vont, pour certains, avoir un rôle dans leurs histoires. Parce que le bonheur pour un romancier, c'est de créer des seconds rôles. C'est les plus formidables. C'est ceux qu'on aime. Enfin, on aime aussi les premiers. Mais je trouve que ce qui fait le charme d'un livre, et moi je le vois en tant qu'écrivain, mais aussi en tant que lecteur, ce qui fait le charme d'un livre, c'est tous les petits rôles. C'est toutes les soubrettes qui ouvrent la porte en disant Madame est servie et qui sont charmantes et qui tout d'un coup mettent un peu de lumière dans une scène tragique. C'est ça qui est beau et moi j'aime beaucoup ça. Surtout que, si vous voulez, les grands rôles, les premiers rôles, quand on construit un livre, on est obligé de les maîtriser un peu. C'est-à-dire qu'il faut savoir un peu où ils vont. En tout cas, moi, je fais comme ça. C'est-à-dire que quand je commence un livre, je vois à peu près ce qui va se passer, en gros. Et donc, les rôles principaux, je sais où je veux les mener. Mais les petits rôles, non. Les petits rôles, ils apparaissent quand on en a besoin. Donc, on a besoin de quelqu'un, là, tout d'un coup, tiens, on plonge dans ses souvenirs, puis crac, il y a quelqu'un qu'on a vu peut-être la veille ou il y a 10 ans, je ne sais pas, qui apparaît, qui vient et qu'on met là. Et qu'on ne maîtrise pas. Qu'on ne maîtrise pas, parce que c'est Patrick Rambaud qui raconte ça à propos de... Vous savez, il avait écrit ce livre qui a eu le prix Goncourt, qui s'appelait La Bataille, puis il a fait une suite, ça s'appelait Il neigeait. Et il raconte ça, c'est très drôle, il dit, pour le 2e tome, il y avait un de ces petits personnages, justement, qu'il voulait garder, qu'il aimait beaucoup, et qu'il voulait utiliser dans la suite, dans le 2e tome. Et puis il dit, et cet imbécile, il est tombé de cheval et il s'est tué. Et j'ai pas pu l'utiliser. Bon. Alors, et c'est vrai que d'une certaine façon, voilà, il vous échappe un peu. Je crois pas du tout que les grands personnages vous échappent, parce qu'on est obligé de les tenir, sinon ils vous dévorent, et il y a quelque chose une sorte de combat qui se fait avec eux pour que le livre existe. Mais les petits, non, ils font leur vie. Voilà. On sent bien que ce récit vous a passionné autant que nous, parce qu'il est fait de ces rebondissements, justement, de ces personnages secondaires et de points de vue différents. Que peut-on dire de la place du narrateur dans cette histoire ? Alors, voilà, moi je voulais pas... Ça a été un des problèmes avant de commencer. C'est-à-dire que, un couple. Alors, une histoire d'amour, 2 personnages principaux, et c'est autour d'eux que ça va se jouer.
évidemment, la facilité aurait été de faire un récit à deux voix, chacun racontant son histoire. Mais d'abord, je venais de le faire dans le Tour du monde de Roi Ziblin. J'avais utilisé cette technique narrative avec deux voix, deux personnages qui racontent alternativement la même histoire. J'en avais vu l'intérêt, mais je l'avais vu aussi les limites. Et je voulais pas. Alors après, ça pouvait être un narrateur neutre, c'est-à-dire omniscient, comme on dit, d'ailleurs, qui raconte, on ne sait pas qui c'est, mais il raconte l'histoire. Mais quand on raconte une histoire d'amour et de sentiment, je trouve ça gênant d'avoir un narrateur qui sait tout. Parce que précisément, ce qui est intéressant dans les sentiments, c'est qu'on ne sait pas tout. Et qu'on ne doit pas tout savoir. Et qu'on ne peut pas tout savoir. Et qu'il faut que le lecteur ait sa place pour mettre à certains endroits ses propres réponses. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que ce narrateur soit incarné. Qu'il ait une place. Et qu'il ait une place à la fois proche des héros, puisqu'il fallait qu'il les connaisse, qu'il puisse enquêter sur eux, qu'il puisse les approcher, qu'il puisse leur parler, qu'il recueille leurs confidences éventuellement, mais qu'il ne sache pas tout. Alors je me suis dit le gendre. Pas mal le gendre. Gendre, c'est une position... voilà, moi qui suis un ancien gendre idéal, mais il y a très longtemps, j'ai été... mais ça n'a pas duré du tout. Voilà, le gendre, c'est pas mal. Parce que le gendre, il s'intéresse par définition à la famille dans laquelle il arrive. Il essaye de savoir, il essaye de se renseigner, puis en même temps, il n'y arrive pas vraiment, parce qu'on ne lui dit pas tout. On lui dit pas tout. Et d'abord, c'est un homme, donc on ne peut pas tout lui dire. Et puis, il y a des choses qu'il ne comprend pas. Donc, le gendre, voilà. Et alors, pour me rapprocher un peu de lui quand même, et pas être complètement étranger, j'ai en effet un médecin. Comme ça, on a un peu la même perception de la vie. Voilà. Et donc, c'est le mari de la fille de ce couple. Voilà. Et c'est lui qui raconte. Et finalement, quand j'ai trouvé ça, le livre était là. C'est-à-dire que j'avais... vous savez, il y a un moment, toujours une clé comme ça, où... voilà, ça y est. Et cette place du narrateur, elle est vraiment stratégique, parce que tant qu'on ne l'a pas trouvé... le livre n'existe pas. C'est pas possible. Il faut arriver à la définir dès le départ. Et voilà. Donc c'est comme ça que ça a marché. Oui, on le comprend. Il y a beaucoup de choses. Enfin, beaucoup, peut-être pas, mais en tout cas, il y a des choses de vous dans ce livre. La médecine, un petit peu. Je trouve qu'on pourrait dire parfois qu'il y a quelque chose de médical dans votre façon dans votre regard, dans votre analyse. Voilà, ça fait penser quand même un petit peu à ça, aux états psychologiques qui jalonnent chacune de nos vies. Vous avez quand même cette facilité à décrire de façon fluide et délicate à la fois ce qui se passe entre un homme et une femme et en chacun d'eux séparément. On voyage beaucoup aussi dans ce livre et vous êtes un grand voyageur. La Russie, mais aussi le Maroc, la montagne que vous connaissez bien, et Paris, surgissent des lieux emblématiques du Paris luxueux, les opéras, les hôtels, les appartements à haut plafond. Enfin, il y a un décor très soigné qui contribue à l'atmosphère et à la générosité de cette histoire. Et grâce à cette plume, je trouve que voilà, cette histoire authentique que vous livrez, elle prend une dimension et le charme d'un conte, un peu d'une femme, parce qu'il y a une leçon de vie quand même. Oui, forcément, c'est un livre où j'ai mis pas mal de moi. Je ne suis pas sûr que ce soit la médecine qui m'ait appris à savoir ce qui se passait entre un homme et une femme, mais bon, c'est autre chose. Mais en tout cas, la médecine m'a donné, et j'y tiens beaucoup d'ailleurs, je suis très reconnaissant au fond à la vie de m'avoir donné cet accès au monde à travers la médecine, parce que c'est un art du regard. Voilà, la médecine est un art du regard. C'est la première chose qu'on apprend quand on fait ses études. C'est, en tout cas dans le passé, je ne sais pas aujourd'hui si ça continue, parce que il y a de plus en plus une dimension scientifique, mais je sais que moi j'ai appris une médecine très clinique, dans laquelle tout commence par observer, palper, écouter, et où le regard est essentiel, ce qui d'une certaine manière fait de la médecine une sorte de complément de la littérature, parce que la littérature aussi est un art du regard. C'est pas le même regard. Je
pense qu'ils sont même d'une certaine façon complémentaires et opposés. C'est-à-dire que la médecine est un regard qui dessèche, c'est un regard qui part du détail et qui essaie d'arriver à la racine, disons, de l'arbre diagnostique, etc. Donc c'est un regard qui est plutôt simplificateur d'une certaine manière, hein, qui va à l'essentiel. Le regard littéraire, c'est plutôt un regard au contraire qui évite de nommer directement les choses pour ne pas les fermer, mais qui les dessine par le détail, en fait. Hein. Donc c'est toute la présence de toutes les petites notations qui permet au lecteur d'arriver à faire lui-même son diagnostic, en quelque sorte. Mais les deux se rejoignent. Voilà. Mais c'est sur. Et puis c'est un. Alors bon, j'ai mis ça dans une petite postface parce que c'est aussi, bien sûr, c'est un livre qui fait écho à ma propre vie, hélas, puisque je me suis aussi pas mal marié, moi. Et donc plusieurs fois avec la même femme, voilà. Enfin, qu'est-ce que vous voulez. Mais comme je ne suis pas tellement capable d'en parler, parce que d'abord, par pudeur, et puis parce que ça, je n'ai pas envie de. Au fond, c'est pas seulement de moi qu'il s'agit, c'est aussi de quelqu'un d'autre. Donc, j'ai pas envie de raconter des choses qui pourraient être indiscrètes par rapport à ça. J'ai utilisé la fiction, c'est-à-dire que j'ai pris des personnages, je les ai créés, et effectivement, là-dedans, grâce à eux et à travers eux, j'ai retrouvé beaucoup de choses qui probablement venaient de ma propre vie, bien sûr. Non, c'est un livre très intime. Enfin, moi, je l'ai vécu. Je l'ai écrit de façon très intime. Je pense que c'est un de mes livres avec le grand cœur, bizarrement, qui pourtant se passe au XVe siècle. Mais c'est un des livres les plus autobiographiques, d'une certaine façon, parce que justement, il explore tout ce continent des sentiments, de l'amour, et que ce continent-là, forcément, il est en vous. On ne l'apprend nulle part. Hein. On n'apprend pas autrement que par la vie. Voilà. Donc, c'est tout. Non, mais voilà. Mais si vous voulez, c'est par expérience que j'avais vu et éprouvé à quel point justement, les ruptures, les différentes étapes d'une histoire d'amour, y compris les plus déchirantes, hein, peuvent construire quand même quelque chose. Voilà. Et à quel point il est nécessaire de prendre un grand recul pour juger des relations comme ça de long terme, enfin, à travers tous leurs aspects. Bien entendu, ça n'exige pas forcément de se marier autant et de divorcer autant. Je mets à l'aise tous les lecteurs potentiels. Il y en a plusieurs qui m'ont dit, chaque fois que je vais faire des rencontres, puis il y en a qui s'excusent en me disant, vous savez, j'ai beaucoup aimé votre livre, mais je ne me suis marié qu'une fois. Je dis, c'est pas grave, ça peut toujours s'arranger d'abord, le temps. Et puis, même en étant marié, et peut-être surtout d'ailleurs en étant marié une seule fois, il n'en demeure pas moins que justement, une expérience très longue, forcément, est une expérience aussi de rapprochement et d'éloignement, et que par conséquent, la notion même de mariage et de divorce est tout à fait, j'allais dire, anecdotique. Enfin, c'est le prétexte du livre. Et c'est ce que vous dites sur le conte, c'est-à-dire que il y a cette dimension. Moi, j'aime énormément cette forme de livre, et je pense que c'est pour ça que j'ai des lecteurs fidèles, c'est que j'aime leur raconter des histoires. Et il y a un côté, en effet, quand une histoire est un peu longue, quand il y a ces rebondissements, quand on suit et qu'on aime ces personnages et qu'on les attend quelque part, eh bien, le récit prend la forme du conte. C'est-à-dire, il prend la forme de Scheherazade parlant au sultan, et le sultan qui veut lui couper la tête, mais il veut aussi connaître la fin de l'histoire. Et donc, il va lui accorder encore une nuit parce qu'il veut savoir. Il veut savoir. Et il y a donc cette espèce de beauté du récit qui a quelque chose à voir avec la mort, qui suspend la mort, qui dit voilà, qui suspend le temps, parce que tant que vous n'avez pas vu la fin de l'histoire, eh bien c'est la vie à l'état pur, quoi. C'est-à-dire c'est la curiosité, c'est l'inattendu, c'est la couleur de la vie, voilà. Et c'est ce que j'aime écrire et c'est ce que j'aime lire, voilà. Donc ça donne ça, entre autres.
Oui, effectivement, ce qui pourrait paraître, quand je parle de leçons de vie, hein, c'est à partir de ce titre qui pourrait paraître extravagant, les 7 mariages. Mais en fait, ce livre questionne le sens de l'engagement et aussi la place du travail, des rêves, des fréquentations, des rencontres, de la société. Voilà. Et on comprend tout cela en suivant ces personnages. Pour conclure, je reviendrai juste à un passage. Vous faites dire à l'un des personnages qu'il est illusoire de se marier à 20 ans. On est bien plus conscient, sincère et entier en quelque sorte, lorsqu'on s'unit et qu'on se lie à l'âge de la maturité. C'est ce que vous dites à bon entendeur, en fait. Oui, non, mais bon, si vous voulez, c'est ce qu'ils disent à la fin de leur vie, quand ils ont fait beaucoup de bêtises, que la vie les a éloignés, qu'elle les a ramenés vers eux-mêmes. Et c'est souvent, par expérience, je pense que c'est justement dans ces périodes un peu d'échec, ou en tout cas de repli, qu'on a tendance à mieux comprendre l'autre, parce que finalement, tant qu'ils sont dans le succès, dans cette espèce de tourbillon de vie très brillante, ils s'éloignent. Et finalement, c'est quand tout ça va se prendre un cours un peu plus lent qu'ils vont se rapprocher. Et ils vont finir quand même par atteindre une forme de sagesse. Et c'est un peu de façon évidemment ironique, et c'est évidemment qu'ils le disent, c'est-à-dire au fond le mariage est quelque chose de trop sérieux pour être confié à des jeunes gens. Et c'est vrai que quand on est très jeune, c'est autre chose qui est en jeu, c'est la passion, c'est le feu. Il y a quelque chose de très brûlant, qui se consume, et c'est formidable, c'est magnifique. Mais c'est assez peu compatible avec cette lenteur et cette vision à long terme que peut représenter la vie commune et le mariage. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, peut-être, cette sagesse qu'on atteint que plus tard. Mais non, mais moi, je suis pour le mariage à tous les âges. Enfin, mais c'est vrai que plus on avance en âge, plus ça prend une saveur différente, quoi. Et je pense que quand je serai en maison de retraite, je goûterai vraiment pleinement cette... Non, mais il y a une sorte de comment dirais-je, c'est pas du tout nostalgique ce que je dis, c'est que ces différentes étapes de la vie ont chacune leur force et leur plaisir, et que voilà, et que c'est peut-être un peu la seule... Il n'y a pas de morale dans ce livre, mais c'est un peu la seule chose qu'il découvre, c'est-à-dire qu'au fond, chacune de ces étapes, de retrouvailles en particulier, aura une saveur particulière et une force et une beauté particulière, voilà, et y compris les dernières. Merci beaucoup, Jean-Christophe Ruffin. Merci à tous pour votre écoute. Oui, je vous laisse le temps d'applaudir Jean-Christophe Ruffin, si vous le souhaitez, bien sûr. Et je vous passe la parole pour vos questions à Jean-Christophe Ruffin. Je vous passe le micro, hein, levez la main. La première est toujours la plus difficile, mais il y a 1000 choses à dire sur ce passionnant roman. Deux personnages comme les vôtres, si vous voyagez beaucoup, vous réussissez assez... Est-ce que tout le monde m'entend comme ça ? Si tout le monde... si vous voyagez beaucoup, est-ce que vous réussissez assez facilement à vous rencontrer, et plusieurs fois dans l'existence ? Je remarque avec les amis qu'on a, des amis très chers, on les perd de vue facilement si on change trop souvent de pays. Oui, c'est pas l'obstacle principal, je pense, parce que, en ce qui me concerne, ça n'a jamais été tellement la raison des difficultés qu'on a pu rencontrer. C'est au contraire, peut-être, parce que finalement, le fait d'avoir une expérience comme ça ouverte sur le monde et tout ça, je pense que plus dans un couple, enfin, je ne suis pas un conseiller matrimonial, hein, je serais catastrophique dans ce rôle, mais il me semble, si vous voulez, que l'ouverture, l'expérience de chacun
nourrit au contraire la relation. Même si physiquement, on n'est pas tout le temps ensemble parce qu'on voyage, on fait des choses, au moins, il y a cette espèce d'ouverture. Moi, c'est jamais ça tellement qui m'a gêné. Et eux non plus, d'ailleurs, dans leur histoire. C'est pas tellement ça qui les a gênés. Au contraire, finalement. Au contraire. Non, c'est plutôt... je crois que la logique de ces événements, elle est sentimentale. Elle est à l'intérieur d'eux. Elle n'est pas dans les phénomènes extérieurs. Elle est vraiment en eux. C'est vraiment la dynamique de leurs sentiments. C'est ça qui, moi, je trouvais intéressant. Et c'est cette petite parenté, même très modeste, parce que je ne me compare pas à son génie, mais avec Stefan Zweig, si vous voulez, avec cette espèce d'analyse de la logique des sentiments qui est vraiment, pour moi, au cœur, évidemment, de la compréhension ou non de ce qui se passe dans un couple. Beaucoup plus que les événements extérieurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sur le mariage, non. Est-ce que vous voudriez nous lire un petit passage du livre ? Si vous voulez. J'ai pas mes lunettes, alors je ne sais pas ce que ça va donner, mais enfin, on va essayer de... Vous voulez que je vous apporte votre sac pour prendre vos lunettes ? Je veux bien, moi, ça devrait aller, là, à peu près. Je vais mettre la lumière à la place. Lequel vous voulez qu'on lise ? Il y a peut-être des questions là. Non. Celui-là ? Non, si c'est ça. Ah bon ? Non, c'est pas celui-là. Et pourquoi vous ne lisez pas, vous ? Il l'avait vu à l'époque, en tout et pour tout, 3 minutes à peine. L'amour est-il capable de frapper si vite et si fort ? Certains affirmeront que oui. D'autres voudront le croire, même s'ils en doutent. La plupart diront que c'est impossible. Chacun réagit en la matière avec sa propre expérience. Dans ce cas, il est certain, la suite le prouvera, que c'est bien d'amour qu'il s'agit. Cependant, pour expliquer l'immense énergie qu'Edgar déploya pour parvenir à sauver celle qui avait si brièvement mais si profondément imprimé sa marque en lui, il faut admettre que l'amour seul ne peut tout expliquer. Dans cette rage d'aller délivrer une inconnue, brûla un autre combustible que l'on peut, faute de mieux, appeler le rachat. Edgar mit peu avant son départ en présence de sa mère sacrifiée par la vie, fut envahi par le désir de la sauver. Il était bien entendu trop tard pour elle. J'ai dit qu'elle allait mourir peu après. En somme, ce n'est pas cette vieille femme brisée qui appelait Edgar au sacrifice. C'était celle qu'elle avait été. Il m'a confié un jour qu'au fond des yeux de sa mère, et dans ce corps auquel la vie avait ôté toute force et toute beauté, avait brillé jusqu'au bout un éclat de jeunesse, comme ces villes antiques où l'on ne reconnaît plus rien, mais où tout à coup une pierre sculptée vient porter témoignage des anciennes splendeurs. Le regard de sa mère laissait apercevoir la beauté de sa jeunesse. C'est cette jeune fille innocente et belle, si cruellement violentée par la vie, qu'Edgar avait le désir de protéger. Vient toujours un moment où les enfants ont le désir douloureux et évidemment désespéré de protéger leurs parents, comme s'il était en leur pouvoir de leur donner à vivre une autre vie. Et par le moyen classique du transfert, ce désir de salvation peut s'arrêter sur un autre objet. Celui d'Edgar se porta sur Ludmilla. Merci beaucoup. J'aime beaucoup effectivement ce passage sur le coup de foudre et puis la dualité des sentiments qui ont opéré entre ces deux personnages. Est-ce que vous avez d'autres remarques ? Oui, monsieur. Oui. Eh bien, très bien. Pendant la séance de dédicace, juste après les questions, alors. J'ai pas compris ce que... Un message particulier. Oui. Pour les conseils matrimoniaux, c'est en privé qu'il faut faire ça. Hein, parce que...
Oui. Ah bon, J'avais- tant mieux, parce que... Ah bon. D'accord. Alors, j'étais président, vous voulez dire? Comment? J'ai été président de 2003 à 2007. 2007. Ah, pendant la guerre de Serbie, c'était autre chose. J'étais beaucoup là, à Sarajevo, mais pas pour ça, pas pour Action contre la faim. J'y étais. Ah, c'est vous ça. Bon, on en parlera. Oui, donc nous avons écouté lire un peu votre roman. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est quand on lit vos romans, c'est très facile à lire, c'est fluide. Alors ma question était de savoir, c'est comment est-ce que vous écrivez? Est-ce que c'est aussi fluide? Est-ce que vous reprenez beaucoup vos textes ou est-ce que ça coule comme ça et en peu de temps? Non, je reprends très très peu parce que, comme je vous disais, je suis assez lent à la détente. Moi, j'ai un peu un diesel. Je mets beaucoup de temps à combiner ce que je veux faire, mais une fois que j'ai commencé, par contre, ça file tout seul. Et j'ai l'expérience de ça, par exemple, pour Rouge Brésil. Alors, j'écris à la main, toujours, hein, mais encore maintenant. J'écris à la main, et donc ça fait des gros manuscrits, des vrais manuscrits, d'ailleurs, écrits à la main. Et Rouge Brésil, un jour, le directeur de la Bibliothèque nationale m'avait demandé si je voulais faire don de ce manuscrit, parce qu'ils ont essayé de réunir les manuscrits de prix Goncourt et tout. Donc j'ai dit oui, parce que mes manuscrits sont à la montagne. J'ai un chalet à la montagne. Bon, il y a des souris, vous savez. Donc ils sont entourés de morora, enfin voilà. Et je me suis dit, ils ne seront pas plus mal dans une cave à cigares Bibliothèque nationale. Donc j'ai donné ce manuscrit. Mais je leur ai donné mon accord, mais ils ne sont pas venus le chercher tout de suite. Et un peu plus tard, enfin quelques semaines plus tard, j'avais complètement oublié ça. On a sonné chez moi et j'ai vu arriver vraiment des gens tout en noir, avec des gants et tout, pour venir chercher ce truc. Moi, je suis allé chercher le manuscrit, je soufflais dessus pour enlever les petits grains roses qui tombaient des trucs. J'étais assez content de m'en débarrasser et ils l'ont pris comme le Saint-Sacrement et puis ils ont emporté ça. Mais ils l'ont posé sur la table, ils ont regardé et ils m'ont dit mais c'est pas le manuscrit ça. Et j'ai dit pourquoi? Ils m'ont dit parce qu'il n'y a pas de rature. Et en fait, effectivement, comme il est écrit vraiment au fil de la plume, si vous voulez, et que en fait je corrige parce que je le fais taper par une dame que je ne vois jamais d'ailleurs, mais qui lit mon écriture de façon incroyablement efficace, parce que ça fait 15 ans qu'elle lit mes manuscrits, donc elle lit tout. Elle me les renvoie et je corrige un petit peu sur ordinateur, si vous voulez. Voilà. Mais donc le manuscrit lui-même n'a pas de rature. Et ils croyaient que j'avais recopié le truc parce que voilà. Et je leur ai dit non, moi ça fonctionne comme ça. Et je pense qu'il y a un état de grâce, si vous voulez, qu'on ne retrouve pas quand... Enfin, en tout cas, hein, moi, si je retravaille, vous voyez, si je perfore les phrases, les trucs, etc., ça devient chaotique, c'est plus limpide. Alors que quand si vous voulez, moi, je n'écris pas, je raconte. Voilà. C'est-à-dire que je me mets à ma table et je raconte une histoire. Je me la raconte à moi, mais je la raconte aussi à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas qui c'est peut-être à vous, peut-être à tout. Mais peu importe, il y a quelqu'un qui est là. Quelqu'un qui est là. Et je lui parle d'une façon aussi naturelle dans l'écrit que si je l'avais en face de moi. Voilà. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut trouver cette forme peut-être de clarté qui disparaît dès lors qu'on perfore les phrases. Et j'ai essayé d'écrire à l'ordinateur. Je n'ai écrit qu'un livre à l'ordinateur, c'était même sur une tablette simplement, c'est Le Collier Rouge, parce que c'est un livre très court. J'ai écrit en quelques jours et en le tapant directement sur l'ordinateur. Il est d'ailleurs très différent. Bon, les phrases sont construites différemment, etc. C'est beaucoup plus, c'est plus ramassé parce que il y a un mouvement de la phrase, je trouve, qui s'accorde à l'écriture manuelle, si vous voulez. Je sais pas, on peut. Il y a une sorte de rythme particulier à l'écriture au stylo, comme ça. Alors que dès l'instant où on passe à l'ordinateur, ça devient plus sec. Et c'est moins... Comme je l'avais écrit comme un scénario, en fait, puisque au départ, c'était une pièce de théâtre. C'était pas gênant. Voilà. Mais donc, continuer à écrire à la main. Et voilà. Il n'y a toujours pas de rature.